Alors ce soir, on va regarder un thème, une question, une expérience humaine qui est peut-être pas, je vous l'espère, d'actualité pour chacun de vous ou de nous, que je vous espère ni fatigué ni épuisé. Mais on va dire que pour l'instant, en tout cas, il est un secret pour personne que c'est un peu un sujet national, hein, que l'épuisement ou la fatigue, pas d'abord physique ou nerveuse, mais l'essoufflement, on va dire ça au moins, du dynamisme on peut l'élargir à l'échelle de l'Europe ou du monde occidental. Et quand on revient d'un voyage en Afrique ou en Amérique du Sud, c'est vrai qu'on arrive dans un continent fatigué, il faut être clair. Il ne suffit pas de 10 minutes ou d'une demi-heure pour se dire, quel que soit l'âge des gens d'ailleurs, hein, on arrive chez des gens vraiment à la limite de l'épuisement. Des gens qui ont 20 ans mais qui ressemblent à des vieux. Enfin, je vous dis, allez passer un mois en Afrique, puis revenez, vous verrez, c'est instantané. On voit tout de suite on voit où est la vie, on voit où est la fatigue, on voit où est le dynamisme avec une espèce d'ouverture vers l'avenir, puis on voit où est-ce qu'on est à la frontière de la dépression, centré sur ces petits problèmes microscopiques. Voilà. Ça n'échappe à personne quand on fait ce espèce de trajet culturel. Et je trouve que ça n'a pas diminué. Enfin, moi, j'ai la chance tous les ans d'avoir beaucoup bougé à travers la planète, et à chaque fois c'est la même chose, le décalage là-dessus entre l'Occident et le reste du monde. Alors je ne vous dis pas que la Chine est un endroit où tout est charmant, mais je pense à l'Afrique et à l'Amérique du Sud d'abord, même au Maghreb d'ailleurs. On est frappé par ça, le fait que la fatigue spirituelle, au fond, les idéaux, les projets, autres que des projets à échelle individuelle, tournant autour du bien-être, de sa retraite future et de la préservation de sa santé, ne sont pas gigantesques. Hein. On ne voit pas beaucoup de gens, ni des hommes politiques, mais on ne voit pas non plus beaucoup d'élus locaux ou même d'intellectuels. On s'indigne, c'est bien, mais l'indignation, ça ne sert pas de projet. C'est significatif. Alors, on n'a pas nécessairement à en pleurer. Hein. Peut-être que dans l'existence, il y a des moments où il faut passer par l'épuisement, on va y revenir d'ailleurs, par une phase où l'énergie qu'on avait mise arrive à son terme, les forces qu'on avait mobilisées ne fonctionnent plus. Voilà, donc même si je vais traiter la question sur un plan personnel, parce que de toute façon, ça, on est presque sûr, sauf si on meurt brutalement d'un accident, que l'épuisement ou la fatigue, ça nous arrivera, ne serait-ce que par la vieillesse. J'ai en arrière-fond cette question d'un Occident fatigué, vieux. Le jour, je faisais une conférence là-dessus et je soutenais que dire « je suis vieux » est une erreur métaphysique. La personne n'est jamais vieille. Le corps est usé. La vieillesse, c'est une posture. On peut être vieux à 20 ans. On peut ne pas être vieux à 90 ans, même si le corps peut être complètement usé, voire épuisé. Ce n'est pas du tout la même chose. Et la posture du vieux est globalement la posture de la civilisation occidentale aujourd'hui, qui relie son passé, qui se plaint que les choses ne vont pas bien dès qu'un petit quelque chose ne va pas bien, qui ne se projette pas vers l'avenir et qui vise à s'aménager. Vous savez, c'est le début du dialogue dans La Cantatrice chauve entre monsieur et madame Smith, si je me souviens bien, qui discutent pour savoir si le poissonnier du haut de la côte est meilleur que le poissonnier du bas de la côte, et si tu as repris 2 fois du pâté hier alors que hier tu n'en avais pris qu'une fois. Enfin, cette espèce de dialogue microscopique de gens qui n'ont plus comme espace d'existence que ce qu'ils ont dans leur assiette comparé à hier, quoi. Hein, voilà. Ça, c'est être vieux. Enfin, on peut être comme ça à 25 ans. Alors, voilà, donc j'aurai ça en arrière-fond, même si je ne le travaillerai pas cette fois-ci, qui est une question plus large, qui est « sommes-nous à la fin de la civilisation occidentale ?» C'est une très bonne question, on la traitera peut-être l'année prochaine, mais par contre, qu'on est dans une phase de fatigue et que le contexte économico-social et même culturel au sens large soit dans une phase d'épuisement, ça n'est un secret pour personne. On n'est pas dans le burn-out collectif, mais on est quand même dans une phase un peu au bout du rouleau. Sur le plan de l'expérience personnelle, la fatigue ou l'épuisement, en français, ça relève de l'expression « je n'en peux plus ». Je ne peux plus. C'est une expérience qui peut être une expérience physique. Hein, on peut s'épuiser en faisant un marathon, on peut s'épuiser, on peut se fatiguer simplement en ne dormant pas. Voilà. C'est une expérience physique qui est indéniable. Mais elle peut être physique et sans conséquence. Un gamin qui court jusqu'à l'épuisement, qui s'effondre de sommeil parce qu'il est épuisé, ça n'a pas de conséquence. Il recharge ses batteries en l'espace de quelques heures ou une nuit, et puis c'est reparti. Ça peut être psychique. C'est pas pareil, ça. On peut d'ailleurs épuiser psychiquement sans l'être nécessairement physiquement.
évidemment, normalement, ça arrive beaucoup moins à des jeunes et à des enfants. Enfin, ça arrivait jusqu'à récemment, rarement aux jeunes et aux enfants. Mais ça arrive, ça. La fatigue psychique, on le voit bien, c'est le moment où notre capacité de présence aux choses, notre capacité d'adhérence, d'embrayage sur les événements, vous voyez, patine un peu. Et on voit bien dans lequel on n'est plus tout à fait en phase avec ce qui se passe. Souvent, on commence à dire, t'es fatigué, voire t'as l'air épuisé, c'est-à-dire que tu n'es plus dans le coup, quoi. Tu ne suis plus le mouvement des choses. Ça peut aller jusqu'à la dépression, qui est le moment où on commence à décrocher carrément du rythme des choses. Donc ça, c'est quelque chose qui peut avoir de multiples origines. Basiquement, on peut dire que c'est l'existence d'une limite. Évidemment, ce que je regarderais là, c'est quand les deux se combinent. C'est-à-dire qu'on est non seulement fatigué psychiquement, mais en plus, physiquement, ça ne suit pas. Et quand... bon, alors ça aussi, ça peut arriver à la suite d'un burn-out, ça peut arriver à la suite d'une dépression nerveuse, ça peut arriver à la suite d'un moment de travail intensif derrière lequel on n'a plus de projet, ça peut être parce qu'on est au chômage, ça peut être... Voilà, plein de choses peuvent nous faire déboucher sur des moments simultanément de fatigue et d'épuisement physique et psychique. C'est une expérience, comme il en existe beaucoup d'autres, de la limite. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, l'échec est une expérience de la limite. L'échec peut se vivre sans épuisement et fatigue. L'échec peut déboucher sur de la révolte. La maladie, la mort n'impliquent pas nécessairement la fatigue et l'épuisement. C'est autre chose. Donc, on peut dire que la fatigue et l'épuisement, c'est une expérience de la limite du côté des forces. C'est que on n'a plus... comment ça se manifeste? Par le fait qu'on n'a plus de force. On n'a plus l'énergie, alors on dit ça comme ça, et donc ça se manifeste par un phénomène de ralentissement. L'épuisé ou le fatigué, il est plus lent. Jusqu'à ne plus pouvoir rien faire dans certains cas, ou bien parce qu'il s'effondre de sommeil, ou bien parce qu'il n'arrive plus à se mobiliser pour quoi que ce soit. Mais donc c'est très particulier de voir que dans ce moment où on n'a plus de force, on ralentit, puis on veille à économiser les choses aussi souvent. Vous avez des gens qui arrivent à l'épuisement très rapidement, mais normalement, une fois qu'on a encaissé 2 ou 3 épuisements psychophysiques, on fait gaffe quand même. Donc avant de se retrouver en état de rupture brusque, vous voyez, où tout d'un coup la batterie se décharge d'un seul coup et puis on est au fond, et il faut le temps de la recharger pour pouvoir se remettre en marche. Et plus on s'amuse, ou plus on fait cette expérience successivement, et plus ça use la batterie d'ailleurs, et elle met du temps à se recharger. Donc une fois qu'on a fait ça une fois, 2 fois, on ne s'amuse pas à le faire 3 sans s'en apercevoir normalement. Et à ce moment-là, on voit bien qu'on est dans une phase d'économie, exactement comme l'économiseur d'écran, c'est-à-dire que avant, on anticipe, on commence à être fatigué et on anticipe le moment de l'épuisement par la gestion des énergies qui restent, pour essayer de se maintenir d'ailleurs dans un état bizarre, qui fait qu'on reste fatigué, on n'espère pas toujours, alors on hésite entre espérer au sein de la fatigue retrouver un peu d'énergie pour remonter la pente, ou essayer d'étaler le temps par lequel on va arriver à l'épuisement pour l'anticiper. Voilà. Et on hésite entre les deux des fois. Et donc, on est dans une phase d'inertie, qui est la manière presque plus humaine de décrire ça. C'est-à-dire où tout devient plus lourd. Tout nous demande plus d'énergie, parce qu'on en a moins d'ailleurs. Et donc, la fatigue, c'est ça. La fatigue, c'est l'état par lequel il faut plus de mobilisation consciente et de mobilisation de la volonté et des énergies vitales pour accomplir quelque chose. L'épuisement, c'est quand on n'arrive quasiment plus à rien mobiliser du tout. Alors, face à ça, c'est là que vous allez voir, c'est intéressant parce qu'on a des positionnements très variables dans ces expériences-là. Vous avez des gens qui s'effondrent, quoi. Enfin, non, vous avez qui lâchent, ils vont tranquillement, ils vont vers l'épuisement jusqu'à l'état presque zéro, quoi. Où ils sont dans un état végétatif, alors je vous dis, ou en attendant un peu comme des marmottes de se réénergétiser, ou bien en attendant que providentiellement il se passe quelque chose qui les sort de cet état, pas d'électroencéphalogramme plat, mais d'électro-énergie, voilà, qui est à l'état quasiment zéro. Et puis vous avez des gens qui souvent dans ces moments-là, c'est à ce moment où on renonce à ce qu'on était en train de faire, on fait demi-tour, où on abandonne ce qu'on allait faire. Souvent, l'épuisement ou la fatigue fait qu'on renonce. On est obligé de renoncer quand on est fatigué.
enfin simultanément fatigué psychiquement, physiquement et psychiquement. Donc au fond, oui, on renonce à quelque chose. Vous voyez, on quitte l'axe par lequel on allait vers la réalisation de soi et d'un projet quelconque. Alors, ou bien on prend une voie de traverse, ou bien on fait demi-tour aussi. On peut, face à l'épuisement, j'ai essayé de porter ce truc pendant 15 jours, voilà, ça fait 3 semaines, et là, tout d'un coup, je sens que je commence à m'épuiser, que si je ne fais rien, je vais craquer. Donc on s'arrête avant de craquer. On lâche le truc, on fait demi-tour, on le refile à quelqu'un d'autre, le problème. Ça, ça dépend des moments où on passait la problématique, les 15 tonnes, là, vous les dites, vous trouvez ou des subalternes ou des voisins, vous dites au fond, voilà. Mais vous voulez le lâcher, quoi, le truc trop lourd, qui vous écrase, qui vous use vos énergies. Le problème, c'est quand c'est vous-même, ça c'est plus compliqué, ça. Cherchez à vous faire prendre en charge à ce moment-là, on y reviendra. Avant cette phase, alors ça peut être une première attitude, de ne pas attendre l'épuisement ultime pour lâcher les choses, pour faire demi-tour. Et puis vous avez un autre vécu qui est très différent de celui-là, qui est le phénomène qui va avec l'inertie, qui est le phénomène de lassitude. C'est-à-dire que vous vous enfoncez dans les choses. Vous voyez, c'est pas juste de l'inertie. Hein. La lassitude, c'est quand tout d'un coup, tout me devient pénible. Vivre me devient pénible. C'est pas simplement les choses à faire qui sont lourdes, c'est juste de vivre qui devient lourd. Et où on le sait bien, dans ces moments-là, on aurait envie de jamais avoir existé, ou de plus exister, ou que tout s'arrête. Enfin, vous voyez, on est dans des phénomènes où la lassitude, elle nous fait tout doucement fuir les choses. En adoptant des scénarios qui sont des scénarios de catastrophe, des scénarios de fuite. Voilà. Et puis vous avez, alors, je dirais, moi, l'étape d'après, qui est ou bien l'effondrement, qui n'est pas très commode, parce que l'effondrement, ça fait que du coup, on est dans l'épuisement relativement durable. Alors, quand vous effondrez, vous ne vous relevez pas comme ça. Parce que vous descendez, vous êtes plus simplement au rez-de-chaussée, vous descendez à la cave, quoi. Le plancher du rez-de-chaussée s'effondre. Des fois, c'est parce que vous êtes tombé du 2e étage et en arrivant, vous avez pensé vous arrêter au rez-de-chaussée, vous vous arrêtez pas, vous descendez à la cave, quoi. Des fois au 2e sous-sol, et là, vous apercevez que pour remonter au rez-de-chaussée, c'est pas une petite histoire. Et en plus, réenvisager le projet qui est au 3e étage, là, on est très, 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 très loin. Et de trop y réfléchir, vous descendez encore d'un étage si vous ne faites pas attention. Donc là, on est dans une espèce de... La gestion de l'effondrement, c'est pas simple. Ça existe des fois collectivement, ce que je vous décris de manière individuelle, ça peut aussi exister de manière collective. Une entreprise, une famille peut, face à quelque chose, craquer, s'effondrer, arriver à l'épuisement, arriver à la lassitude, arriver à la renonciation, à l'abandon, à la fuite. Donc ça veut dire que c'est pas rien ces moments-là. C'est ça que je suis en train d'apprivoiser. C'est que c'est pas juste des choses secondaires. C'est quand même dans des moments, ça joue un rôle important dans une existence. L'alternative à l'effondrement, on le voit aussi de temps en temps, c'est ce que j'appelais la posture du vieux, c'est le rétrécissement. C'est-à-dire que vous vous repliez sur des toutes petites choses à faire. Vous limitez votre horizon. C'est pas de l'abandon, c'est pas de la lassitude, c'est pas simplement de l'économie, c'est plus que ça. Délibérément, vous éliminez tout ce qui dans votre espace personnel et collectif risque de vous manger de l'énergie, d'autre que de vous mettez en position de survie, quoi. C'est les batteries de secours, et vous switchez sur les batteries de secours, mais en éliminant tout ce qui est normalement le fonctionnement habituel de votre existence. Ça, c'est vis-à-vis de soi. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est ce que ça donne vis-à-vis des autres. On peut se laisser aider sans remettre à. L'épuisement, sans attendre l'effondrement d'ailleurs, la fatigue peut faire qu'on commence à demander de l'aide. Et une mère de famille, par moment, peut être à la limite de plus en pouvoir. Elle peut ne pas imaginer qu'on puisse l'aider, ou ne pas avoir le choix parce que personne ne veut l'aider, ou elle peut imaginer qu'effectivement, il y a des gens qui sont peut-être prêts à l'aider. Et donc, c'est des moments où on envisage un soutien qu'on n'envisage pas en temps habituel. Où au fond, du coup, l'autre apparaît différemment, parce que l'autre, dans la coopération quotidienne, avec un échange de services réciproques, c'est une chose, mais quand tout d'un coup, je vois que je commence à ne plus en pouvoir, là, je vois bien que l'autre me devient réellement nécessaire. Je n'ai pas trop le choix, quoi. C'est ou l'effondrement ou me laisser aider. Alors, ça peut être aidé par un voisin, une voisine, quelqu'un de la famille, par un thérapeute, par tout ce que vous voudrez. Enfin, vous voyez, se laisser aider de mille manières.
C'est intéressant parce que du coup, comme là encore, il y a des seuils. Si je suis juste un peu fatigué, je me laisse aider, puis dès que je retrouve un peu de forme, je reprends mon autonomie, ou voire je gère la personne qui m'aide, d'accord. Mais si je suis à la frontière de l'effondrement, je gère même pas la personne qui m'aide, je m'en remets à elle. Hein, ça, c'est un seuil nouveau. Où là, j'abandonne, je donne les clés, quoi. Vous voyez, je donne ma carte bleue, mes clés de voiture. Je n'y arrive plus du tout, quoi. J'ai besoin qu'on me prenne en charge, plus ou moins d'ailleurs. Mais c'est pas rien de se laisser prendre en charge pour raison de fatigue et d'épuisement. C'est une expérience extraordinaire. Enfin, extraordinaire, oui, elle est extraordinaire. Alors, vous avez des gens qui aiment se laisser prendre en charge alors qu'ils ne sont pas du tout fatigués. Hein. Ça, c'est des gens qui sont ravis d'être assistés, qui sont des manipulateurs notoires, qui se mettent dans la posture de la pseudo-fatigue et du pseudo-épuisement pour pouvoir manipuler tout le monde. Bon, ok, ça on connaît, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, au contraire, c'est quand précisément ça consiste à faire un pas humain que de se laisser prendre en charge. Que déjà de se laisser aider, c'est le premier pas, et des fois le deuxième pas, c'est de se laisser prendre en charge. Ce qui est assez humiliant quand on a été quelqu'un d'autonome, énergique, mobilisant les autres, les soutenant, les aidant, enfin vous voyez, où on est vraiment le sauveur de l'humanité ou la sauvetrice de l'humanité, et tout d'un coup le sauveteur lui est au fond du trou et il n'a pas l'habitude de demander de l'aide parce que d'habitude c'est plutôt lui qui en donne aux autres. D'accord. Par vocation, par métier. Ou pas seulement parce que finalement ça a arrangé tout le monde que cette personne-là soit désignée pour aider tout le monde. Et donc qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une expérience très spéciale qui est de lâcher prise. C'est ça qui m'intéresse, c'est que l'épuisement de gré ou de force aboutit à du lâcher prise. Ou bien parce que les choses me lâchent, c'est-à-dire mes forces physiques, ma capacité à raisonner, ma capacité d'anticipation, ma capacité de gestion des phénomènes, là ça me lâche. D'accord ? Ou alors je lâche avant que ça me lâche. Mais c'est intéressant parce que, vous savez, on est très aujourd'hui sur la philosophie orientale du lâcher-prise. C'est très gentil de lâcher prise, sauf qu'à pratiquer, c'est notre paire de manches. Parce qu'on lâche prise sur un truc, mais pas on se rattrape sur le reste. Hein. Donc on est très zen sur un truc, on enterre la colère ou la réactivité qu'on reporte sur autre chose. Le vrai lâcher-prise, c'est très gentil à formuler. C'est très rare de rencontrer des gens qui lâchent vraiment prise. Je ne sais même pas si ça existe d'ailleurs. Moi, je pense que pour lâcher complètement prise, il faut être intégralement pris en charge. Peut-être au moment de mourir, si on espère qu'on va être pris en charge de l'autre côté, mais il faut vraiment, pour lâcher complètement prise. Par contre, on peut être lâché par soi. Enfin, vous voyez, on craque, quoi. Nerveusement, on peut ne plus réussir à avoir aucune prise, on dérape, quoi. Et des fois, on peut avoir l'impression que ça ne va jamais s'arrêter par le fond, quoi. Et c'est étonnant, lâcher prise, c'est ne plus rien tenir aussi. Donc c'est positif ça, d'arrêter de tenir. Parce qu'évidemment, on le sait bien, il n'y a pas que la psychologie, l'expérience nous le montre, que des fois on tient les choses qui nous épuisent. Vous savez, on est persuadé qu'il faut qu'on continue à faire ça, mais c'est parce qu'on en est persuadé qu'on continue à le tenir, et c'est parce qu'on continue à le tenir qu'on continue à s'épuiser. Jusqu'au moment où ça va nous lâcher de force. Et des fois d'ailleurs on le lâche, on est obligé de le lâcher nerveusement et on ne l'a toujours pas lâché dans la tête. Donc dès qu'on va retrouver un minimum d'énergie, on va repartir comme en 40, sur son devoir, ses obligations, vous voyez, sa manière de faire. Parce que vous avez des gens, ils se relèvent et ils reprennent la posture de ceux qui tiennent tout. Donc c'est pas facile. Ça qui m'intéresse, c'est de comment se servir de cette expérience comme une expérience positive, évidemment. Comment en faire un seuil. Et pas juste un phénomène provisoire de décrochage dans l'espérance de remonter sur son piédestal. Enfin, vous voyez, voilà. Ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Tant qu'à vivre un moment difficile, autant le transformer en élément positif. Non, ça me semble assez simple. Enfin, c'est du bon sens. C'est vrai que quand on est malade, l'intéressant c'est de dire mais comment ma maladie pourrait être intéressante ? Quand vous souffrez, si vous avez encore le loisir de vous poser cette question, c'est vrai de se demander comment je pourrais souffrir de manière qui soit intéressante. Bah oui. Plutôt que de vous faire agir par la souffrance d'une manière qui peut être à la fin intéressante pour personne et destructrice pour tout le monde. C'est dommage, non ? Parce que la souffrance, ce n'est pas une fatalité qui occupe instantanément tout le champ de votre existence. On a des marges. C'est rare qu'on soit instantanément, intégralement souffrant, c'est pas vrai. Donc on a de la marge. Si on voit, parce qu'une des choses qui mange de l'énergie et qui déclenche la fatigue, c'est la souffrance. Hein. La fatigue, ça peut faire souffrir, mais souvent, la souffrance, c'est énergétivore. La souffrance physique, la souffrance psychique, la souffrance spirituelle. La souffrance à l'égard du sens ou de la relation. Mais c'est bizarre, la souffrance, c'est très difficile d'en avoir une intelligence, c'est juste un truc agressif, ça vous attaque, quoi. La fatigue, c'est différent, ça vous attaque moins. Vous la voyez venir, vous voyez les batteries diminuer.
La souffrance, c'est un truc qui vous débarque dessus. C'est pas toujours facile de se dégager l'espace de distanciation, de réflexion, de positionnement. Des fois, elle est trop vive. On sait bien, une souffrance vive, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle, peut neutraliser provisoirement l'intégralité de votre personne parce qu'elle vous, comme un prédateur, elle vous tombe dessus, quoi. Elle vous immobilise, elle vous enferme. La fatigue, elle ne m'enferme pas d'un coup. Elle est progressive. L'épuisement ne m'enferme pas d'un coup. Il y a une progressivité. Donc je dirais, il y a une relation entre la manière d'apprendre à aborder la question de la souffrance dans mon existence et d'apprendre à avancer dans la fatigue. Vous voyez, c'est pour qu'on ait ça. Parce que, vous voyez bien, on est en train de voir qu'est-ce que je fais avec la part de moi que je ne gère pas. Je la fuis, je l'anticipe, je la vois venir, je veux la gérer, je fais quoi? Et je trouve que la fatigue et l'épuisement, c'est ça qui est intéressant. Ça me fait avancer vers quelque chose qui pourrait se mettre à me détruire, mais dont je pressens que ce n'est pas d'avance que tout est perdu. Alors, sur quoi ça peut, et c'est ça qui m'intéresse, déboucher positivement? Comment me servir d'une situation comme celle-là? Plutôt que de la... Alors, vous vous doutez bien, la manière la plus bête, mais c'est celle que nous pratiquons tous les jours, hein, c'est juste de la gérer sur le plan où elle existe. C'est-à-dire, je suis fatigué, physiquement, je me repose, quoi. Comme quand j'étais petit, comme quand j'avais 15 ans, comme quand j'avais 20 ans. Je vais essayer de dormir un coup, sauf que quand j'ai 60 ans et je suis épuisé physiquement, je vais dormir un petit peu, ça ne va pas du tout suffire, bizarrement. Parce que la fatigue, elle n'a pas la même place dans la personne à 60 qu'à 20. Donc ça, c'est bien, mais c'est inintelligent chez l'adulte. Même chose, alors encore plus quand il s'agit du psychique. Dire je suis figé psychiquement, mais je vais aller me faire un petit séjour au sport d'hiver et en 2-3 jours tout va repartir comme en 40, c'est bizarre, ça ne repart pas du tout comme en 40. Ça repart comme en 40, moins 50%, moins 40%. Et là je me dis, mais non, t'inquiète pas, en positif, on ne veut pas voir qu'il y a une autre question qui se pose. Donc se contenter de gérer ça, bien sûr qu'il faut essayer ce qu'on peut faire énergétiquement pour manger bien, dormir mieux, se détendre, avoir des loisirs, tout ce que vous voudrez. Ça, vous avez des bouquins, des revues, des magazines qui sont bourrés de ces machins-là, où on vend sans doute des centaines de milliers quelques millions d'euros à l'échelle de la planète pour comment bien être dans son corps, bien manger, bien dormir, bien tout ce que vous voudrez. C'est bien, mais c'est évidemment pas assez, enfin c'est pas suffisant pour être intelligent. Parce qu'évidemment la question c'est où est-ce qu'elle est ma personne par rapport à ça. Pour pas parce que sinon je vais me transformer en un gestionnaire des phénomènes de fatigue et d'épuisement. Donc je deviens une espèce de centrale de gestion énergétique. Vous savez, ça arrive, ça vous avez des gens, alors, ils sont toutes les 5 minutes en train de gérer, de voir s'il y a des bonnes ondes, de la nourriture bio, du bon éclairage, si c'est feng shui, c'est ça, si en gros il y a des bonnes vibrations, enfin et on finit par être complètement obsédé, de manière complètement narcissique et régressive d'ailleurs, sur les équilibres permanents de l'endroit où il faut qu'on se tenir pour aller bien. Et à la fin, on va très mal en fait de toujours être soucieux d'aller bien. Si on a le bon bronzage, la bonne relation, la bonne gestion, et on devient une espèce de gestionnaire qui s'épuise à la gestion d'ailleurs, comme tous les gestionnaires quand ils font que ça dans la vie. Parce qu'à la fin, tout ça n'a pas d'axe. D'être juste en équilibre, c'est ce que font très bien, je ne sais pas trop quoi, beaucoup de choses dans l'univers, mais ce n'est pas notre vocation. La vocation, c'est je vais vers où avec ça? Je fais quoi de ça? L'équilibre, si j'en fais pas quelque chose, je suis juste une espèce de mécanisme d'équilibre énergétique provisoire, comme pas mal de choses dans l'univers, sans contenu. Je ne dis pas qu'il n'est pas nécessaire de l'apprendre cet équilibre, et que bien sûr que... Mais je pense c'est tout à fait insuffisant si ça n'est pas accompagné d'un positionnement. D'ailleurs, les gens qui ont beaucoup travaillé là-dessus, qui sont les orientaux, aussi bien dans le taoïsme que dans le bouddhisme, travaillent beaucoup sur le positionnement intérieur et pas simplement sur la gestion des énergies et d'un équilibre de vie. Alors, précisément, que faire de ces signes où la vie me manque, de ces moments où la vie me manque, où quelque chose font, où la fatigue et l'épuisement sont le signe que quelque chose dans ma manière de vivre ne va pas. Ça comme ça, plus largement. Pas juste... Alors, la première manière, effectivement, c'est de revisiter les moyens. C'est-à-dire, au fond, et c'est ce qu'aujourd'hui on nous propose globalement face à ça, c'est de revisiter, je vous dis, les moyens qui constituent mon équilibre de vie et la manière de les utiliser. Je pense que c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de me repositionner par rapport aux moyens. C'est-à-dire, au fond, dans ma manière de vivre,
qui risque d'aboutir à une espèce de régulation de mon énergie, d'essayer d'éviter l'épuisement pour avoir le plus d'énergie possible pour profiter de l'existence. Finalement, qu'est-ce que je cherche? L'épuisement est un bon moment pour arrêter d'être dans l'ajustement tactique permanent des moyens. Et se demander, mais au fond, je vais où? Et puis, je suis qui là-dedans? Encore une fois, est-ce que je suis que la résultante des moyens que j'utilise? Et ça, c'est intéressant, de voir que l'épuisement peut être l'aurore d'une intériorisation de la connaissance de soi. Et la fatigue est souvent, quand elle devient chronique, hein, pas seulement la fatigue ponctuelle, mais même une fatigue ponctuelle, elle peut être le signe d'un endroit où, pas simplement je ne me sers pas bien des moyens, mais je ne suis pas positionné par rapport aux moyens. Je me contente, comment vous dire ça, de les utiliser, mais je ne les ai pas intégrés personnellement. Vous avez des gens qui suivent les recommandations de manger bio et de dormir avec un meilleur matelas. Mais pourquoi vous dormez? Par nécessité ou par choix? Qu'est-ce que ça représente comme activité dormir dans une vie? On dort pas mal de temps, hein, vous avez remarqué en plus. Alors vous allez me dire, il y a des gens, ils ne dorment pas, ils passent leur temps à réfléchir à ça, d'ailleurs, ils sont insomniaques et c'est leur problème. Bon. D'accord. Mais c'est vrai, c'est une vraie question. C'est-à-dire, il y a des parties de mon existence, ça peut être la nourriture, ça peut être le sommeil, ça peut être l'exercice physique, ça peut être la gestion des conflits, ça peut être la relation aux autres, ça peut être les projets dans lesquels je m'engage. Tout ça, ça mange de l'énergie. Et où des fois, je vois bien que la fatigue chronique ou l'épuisement menaçant permanent peuvent être, je vous dis, une mauvaise manière de les utiliser, mais aussi du fait qu'il y a des pans de ma vie où je ne suis pas encore positionné. On ne peut pas à 30 ans, à 40 ans, mais même à 50 ans, être positionné de manière profonde, intelligente et intégrative à l'égard de toutes les dimensions de sa vie. On ne peut pas tout faire. Je veux dire, une personne humaine, c'est comme une cathédrale. On ne peut pas tout visiter en 20 ans et savoir comment utiliser chacune des pièces de cette espèce de multiplex extraordinairement complexe que nous sommes de manière astucieuse. On peut avoir appris à dormir, mais pas à respirer. C'est mieux d'apprendre les deux d'ailleurs. Ou après avoir appris à dormir et à respirer, mais pas à manger. Ou avoir appris à manger, mais pas à se détendre. Ou appris à se détendre, mais uniquement tout seul. D'être incapable de se servir de la relation à autrui pour se poser, pour se reposer. D'être incapable de reposer l'autre ou de se reposer auprès de l'autre. Donc très étonnamment, l'épuisement, comment vous dire ça, c'est une expérience qui, dans un premier temps, est suffisamment, non pas bénie, mais non grave, pour pouvoir permettre un repositionnement avant que commencent à arriver des choses qui risquent de m'enfermer. Vous voyez, c'est avant que les choses m'enferment. Parce que, de nouveau, la souffrance, la maladie, les impasses structurelles de mon existence, elles peuvent se mettre à me détruire. L'épuisement, c'est comme un signal d'alarme. La fatigue, c'est ce qui me montre que mon capital de vie est limité et il réclame d'être sans cesse utilisé avec une intelligence de moi-même et de ma finalité de plus en plus profonde. C'est pour ça que, alors si on creuse un peu, on voit que on peut à ce moment-là passer se servir de l'état de fatigue ou de l'annonce proche de l'état d'épuisement, pas seulement pour revisiter les moyens et le positionnement que j'ai vis-à-vis des moyens, mais, et c'est une manière de revisiter le positionnement, c'est les attentes et les espérances. Je suis très frappé de voir que dans l'épuisement, j'ai plus d'avenir. D'accord ? Je m'arrête, quoi. Je renonce à l'avenir dans l'épuisement. Je ne suis plus capable d'envisager l'avenir si ce n'est de manière négative. C'est ça l'état d'épuisement. La fatigue, c'est que l'horizon se diminue. C'est-à-dire qu'entre l'avenir que j'avais envisagé et celui que j'envisage maintenant, il y a un rétrécissement du champ des possibles. Et donc c'est intéressant, je trouve, de la situation de fatigue ou d'épuisement, de la vivre comme une manière de revisiter ou de me repositionner quant à qu'est-ce que j'attends pour demain. Qu'est-ce que j'attends de demain? Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que je crains aussi? Oui, de voir au fond, sur quoi je mise pour que demain dans ma vie soit possible. Vous voyez, là c'est plutôt que
de viser à l'économie des moyens ou au rétrécissement des moyens, c'est au contraire viser précisément à envisager que peut-être que dans ma manière de me projeter sur demain, il y a quantité de choses qui sont stupidement énergétivores. J'espère 15 choses, j'en réaliserai qu'une seule. C'est sympa quand j'avais 20 ans, sauf qu'aujourd'hui, en espérer 15 s'amuse. Parce que j'en ai 50 ou 60. Et parce que hier, j'en réalisais 3, aujourd'hui, j'en réalise une demi. Donc d'en envisager toujours 15, c'est épuisant. Donc, vous voyez, c'est cette manière de se mobiliser dans sa personne de manière plus qualitative. Je dirais, alors c'est un langage un peu barbare, mais de manière plus profilée, vous voyez, d'être capable de me mobiliser de manière plus stratégique, où je sais sur quoi je mise, parce que j'apprends à voir ce qui, dans ce que je fais, dans ma manière de m'engager, ce qui est au bénéfice le plus grand de moi-même et de ceux auxquels je veux bénéficier, quoi, à la vie desquels je veux contribuer. Donc vous voyez, il y a une espèce de repositionnement stratégique qui passe par une recompréhension de soi-même, hein, et des remises en cause des fois. On peut savoir qu'effectivement, j'ai des manières de me... Souvent, si on se fatigue bêtement, c'est parce qu'on s'imagine autrement qu'on est, on se représente autrement que ce qu'on est. Le propre du sportif, c'est qu'il apprend progressivement à être au plus proche de ce qu'est réellement son corps. C'est très impressionnant pour ça, les sportifs de très haut niveau. Hein. Ils apprennent, ils apprennent à utiliser à fond tous les potentiels corporels qui sont les leurs. C'est très beau d'ailleurs de voir ça chez un grand sportif, qui des fois peut être très intelligent relationnellement, ou dans la profondeur de sa vocation humaine, mais qui est très intelligent sur un plan indéniable, qui est le rapport à ses capacités corporelles de déployer une énergie efficace, pour faire court. Et c'est toujours ce qui est fascinant, je trouve, chez le sportif. Et là, on voit bien que ça symbolise ce qu'on devrait être capable de faire avec le reste de notre existence. Vous voyez, c'est au fond d'être au plus près de ce qu'on est. Et au plus près de l'optimisation, sauf que dans l'ordre du sport, on y arrive au bout d'un instant avec un bon coach. Dans l'ordre de l'existence, personne ne peut me coacher au sens strict. Parce que des spécialistes de mon existence, il n'y en a pas. Des spécialistes de l'existence, il n'y en a pas. Parce que s'ils le sont, au mieux, c'est de la leur, ça s'appelle un sage. Normalement, un sage est capable, sur la base d'être devenu le spécialiste de son existence, de faire un peu du benchmarking, enfin, d'un peu de travail comparatif. Mais celui qui commence à m'affirmer qu'il est le spécialiste de mon existence, c'est juste un gourou dangereux, quoi. Donc le problème, c'est que le seul spécialiste de mon existence, c'est moi. Et sauf qu'il faut que j'apprenne à le devenir. Et évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que d'être un spécialiste de son propre corps dans le sport. Parce que je vous dis, comment vous dire ça, même les sports les plus élaborés, allez, ça ressemble à un studio de 3 pièces, quoi, par rapport à la cathédrale du XIIe siècle que constitue notre personne. Donc vous allez réussir à l'optimiser, vous voyez, je veux dire, c'est le guichet d'entrée, quoi. Voilà, le sport, c'est bien, mais c'est autre chose que de s'occuper de la personne dans son entièreté, quoi. Par exemple, la relation à l'autre, on espère qu'on finira un peu moins bête sur la question. Mais au mieux, c'est ça qu'on peut viser. Le type qui commence à dire « Ouais, pas de problème, je suis devenu un spécialiste de la relation à autrui », c'est juste quelqu'un d'inquiétant. C'est devenu un splendide manager manipulateur qui fait faire aux autres tout ce qu'il pense qui est bon pour eux, vous voyez, voilà, et ce qui finalement est très bon pour lui. Non, on peut dire qu'on commence à savoir qu'on ne sait pas faire dans la relation à l'autre, ça c'est un commencement de la sagesse, et c'est bien d'ailleurs d'en avoir une. Et donc, précisément la fatigue et l'épuisement, ça peut aller jusque-là, de se dire au fond, vous voyez, je suis très frappé de voir que vous avez des gens qui sont structurellement fatigués, à cause de la souffrance physique, des fois à cause de la souffrance psychique, et qui, alors on y arrivera tous à un âge donné, hein, mais qui des fois sont des gens qui ont apporté des états d'épuisement chronique, beaucoup plus jeunes, et qui sont ça peut être l'occasion d'une intelligence de soi, d'une intelligence de la relation à l'autre, que leur situation de fatigue physique ou psychique chronique les oblige à déployer. Ouais, c'est dommage d'attendre ça. C'est dommage d'attendre le plus longtemps possible d'être en état d'épuisement pour enfin être obligé de devenir intelligent avec soi. Ça peut arriver. Hein. Vous avez des gens comme ça qui ont des énergies vitales extraordinaires et qui attendent de se prendre un méga bug à 50 ans ou 55 ans pour tout d'un coup s'apercevoir qu'ils gaspillent leur énergie inintelligemment et qu'ils n'ont pas encore commencé à réfléchir sur eux-mêmes. Bon, aujourd'hui, ça arrive plus tôt. Parce que le système nous utilisant à haute dose dans nos énergies, on se prend les murs beaucoup plus tôt que ça. Hein. Le burn-out, et des fois, il n'attend même pas 30 ans pour être au bout du couloir. Et donc, ça veut dire, pour être plus précis, la fatigue peut-être, ou l'épuisement, ou son annonce, le moment de revisiter
humblement, parce qu'évidemment c'est obligé à l'humilité, c'est-à-dire au ras du réel, le rapport à mon efficacité aussi. Qu'est-ce qui mange beaucoup d'énergie? Les représentations erronées de moi-même, les projections inutiles dans l'avenir, et la recherche d'une efficience à tout prix. D'ailleurs, les trois se tiennent. Se définir par ce qu'on fait. Se définir par l'énergie qu'on déploie. C'est-à-dire comme une machine, ou au mieux comme un animal fort. Même pas intelligent. Ce que j'aime bien chez les lions, c'est leur paresse. Ils n'utilisent leur énergie que de manière strictement utile. Vous avez vu, ils laissent chasser les lionnes et eux, c'est juste ce qu'il faut. Ils ont l'air d'être fatigués, non, ils sont juste des gestionnaires intelligents de l'énergie efficace. Par manipulation. Je sais pas, je connais pas assez bien les lions et les lionnes, savoir comment ça fonctionne dans la co-responsabilité d'ailleurs. Mais on voit bien, c'est très intéressant sur le plan de... Et puis derrière, bien sûr, donc il y a l'efficience, et puis il y a une autre chose qui est reliée à l'efficience, et qui mange énormément d'énergie, et qui fait partie pour moi des grandes choses sur lesquelles on débouche par épuisement, c'est la responsabilité et la culpabilité, qui sont deux choses qui se tiennent. Souvent, une des choses les plus amères de l'épuisement et de la fatigue, c'est de ne plus réussir à assumer ses responsabilités. C'est pour ça d'ailleurs qu'on diffère très souvent le moment de s'avouer qu'on n'en peut plus. Parce que à l'idée qu'on puisse plus assumer, c'est la perte de l'image, vous savez, voilà, je perds la face, quoi. Et derrière, quelque chose qui est énergétivore alors à la puissance infinie, parce que c'est la chose la plus énergétivore de tout, c'est la culpabilité. Or, ne pas me donner le droit de ne plus pouvoir assumer les responsabilités que j'ai prises, c'est la culpabilité. Et c'est paradoxal parce que c'est la culpabilité que génère en moi l'idée que je vais plus en pouvoir un jour, qui fait que j'y vais encore plus vite. Oui, c'est complètement absurde. C'est-à-dire que je suis tellement angoissé que je vais finir par craquer, que je craque plus vite, évidemment, ça bouffe de l'énergie. Donc là, on a des phénomènes d'emballement qui fait que angoisse, culpabilité, responsabilité, bon, vous savez bien d'ailleurs aujourd'hui ce qu'on appelle, alors on appelle ça poliment le stress, hein, mais derrière le stress, si on analyse de plus près, il y a très souvent des phénomènes de pression culpabilisante et des phénomènes, je vous dis, d'emballement autour de la responsabilité. Or, on sait bien qu'aujourd'hui, ça a des conséquences graves parce que ces phénomènes d'épuisement sont des épuisements qui sont plus simplement des épuisements ponctuels, mais des épuisements radicaux, et qu'on sait que 70% ou 80% des cancers viennent se greffer sur ces états d'épuisement profond. Donc c'est dommage. Du coup, je me disais au fond, l'intérêt de l'épuisement ou de la fatigue, c'est que ça me ramène à l'être. Je dis ça, au fond, ça dessine pour moi le chantier du retour à l'être. Parce que quand vous ne pouvez plus faire grand-chose, vous n'en pouvez plus, vous ne pouvez plus faire grand-chose, votre capacité à maintenir votre image avoisine zéro, vous tenez à peine sur vos jambes, qu'est-ce qui vous reste? D'exister. Là, ça devient intéressant. Et ça me ramène à... Alors, parce que c'est vrai que c'est très humiliant, on a l'impression qu'on n'est plus rien. Non, précisément, on peut commencer à s'apercevoir de ce qu'on est. Parce que épuisé, je suis toujours. Enfin, je ne suis pas toujours épuisé, mais vous voyez, je veux dire, j'ai beau être épuisé, je suis toujours. Le je suis est là. Et l'épuisement ne mange pas l'être. Il attaque la représentation, il attaque le faire, il attaque le... Oui, mais pas l'être. Il peut... Ah, me dire, oui, mais il peut m'attaquer de manière vitale. Oui, mais tant que je suis vivant, j'existe. À la limite, qu'est-ce qui se passe une fois que je suis mort? J'en sais rien. En tout cas, philosophiquement, c'est pas très facile. C'est difficile d'ailleurs d'imaginer que je suis complètement néantisé. Mais bon, en attendant, tant que je suis vivant, même épuisé, ce qui est alors très frappant dans les états, par exemple, de coma végétatif, vous voyez que la personne, elle est. Voilà, et elle est. Et donc, vous voyez bien que je trouve ça intéressant de voir que il faut des fois arriver à cet état d'affaiblissement général du faire pour commencer à s'apercevoir que peut-être que le fait que j'existe est fondateur. Pour moi, alors là, je reviens à mon monde occidental, je pense qu'on est à peu près à ce niveau-là. Parce qu'on a rêvé d'exister dans le faire, non? D'exister dans la puissance, d'exister dans l'apparence, d'exister dans le plaisir, donc d'exister dans autre chose que l'être. Et là, en gros, tous ces phénomènes se retournent contre nous. On est mangé par les logiques d'apparence, qui sont les opinions, le vraisemblable et l'image. On est mangé par les logiques d'énergie, déploiement énergétique, par les logiques de manipulation économique globale et de pression sur les individus. On est mangé par les logiques de culpabilité alors qu'on essaie de se valoriser par le pouvoir et la responsabilité. Donc en gros, voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que... alors c'est plus facile quand on est épuisé ensemble, parce que du coup on peut s'aider l'un l'autre à exister, mais...
C'est vrai d'ailleurs, des fois c'est ce qui se passe, ça arrive ça. Vous savez, dans les relations, il faut des fois que les deux craquent ensemble. Tout d'un coup, qu'ils s'aperçoivent que finalement c'était stupide de s'en mettre plein la figure pendant 10 ans comme ça. Ce qui est plus difficile, c'est quand c'est pas synchrone. Et donc c'est très étonnant de voir que l'épuisement m'amène à la vie dans ce cas-là de fragile, vous voyez, à l'état faible de la vie. Mais pas à l'état faible de l'existence, il n'y a pas d'état faible de l'existence. Si, fuir dans le faire, fuir dans l'apparence, être dans l'énergie et la santé splendide, ça peut être une magnifique fuite de l'être. Vous avez des gens qui sont d'ailleurs dans une santé éclatante et dans une inexistence profonde. Ce qu'on appelle des... Alors aujourd'hui d'ailleurs, le monde les ausculte et les observe sous microscope à longueur de journée, c'est les gens people. Tous les gens people, c'est ça. C'est des gens dont la manière d'être énergétique fascine les autres. Le problème, c'est qu'il ne faut pas aller trop chercher leur rapport à l'être. Ce que vous appelez, alors, pas tous, hein. Il y avait quelques individus qui assument aussi d'avoir un être profond, mais vous avez des gens, vous voyez bien, qui se consument dans tous ces éléments-là et dont l'existence, vous voyez, dans la capacité à être eux-mêmes, diminue au fur et à mesure qu'ils existent dans les compensations. C'est très bizarre ça. C'est C.S. Lewis qui décrivait ça. Il disait, mais il écrit un petit livre qui s'appelle Autobus pour le paradis, et donc il fait arriver les gens au purgatoire, si je me souviens bien. Et alors l'ange fait visiter le purgatoire aux gens qui sont dans le bus là. Et alors, il dit, bah, vous voyez, là, il y a un monsieur tout petit avec un autre très grand, très costaud à côté de lui. Vous voyez, il dit, bah, le petit monsieur, c'est la personne. L'autre, le grand costaud, là, qui est avec des menottes avec lui, c'est son ego. Plus l'ego est gros, plus il est petit. Le tout, c'est de savoir, va-t-il survivre à l'obésité de l'ego? Parce qu'à la fin, il meurt, quoi, par anorexie de l'obésité de l'ego. Je ne dis pas que tous les gens qui sont people sont comme ça, mais vous voyez, voilà. Et donc, l'épuisement... Précisément, c'est de m'apercevoir que, au fond, ben, mon cœur continue à battre, même si mon souffle est court, même si je n'en peux plus, même si je ne peux plus me lever, même si je suis obligé de me laisser aider. Au fond, c'est moi qui suis là. Des fois, de ne plus pouvoir communiquer par les biais de tous les moyens de communication, ne plus être dans le coup, décrocher de la movida collective, là. Alors évidemment, ça peut aboutir à une solitude catastrophique. Bien sûr, c'est pour ça dire qu'on a peur de cette solitude qui fait qu'on essaie de s'y maintenir le plus longtemps possible. Mais ça peut aussi déboucher sur la découverte de la solitude positive, c'est-à-dire que personne ne me remplacera dans ce que je suis. Énergétiquement, presque tout le monde peut être remplacé. D'accord ? Peut-être dans la créativité, allez, je vous l'accorde, dans la créativité très pointue, artistique, ou oui, on ne remplacera pas un Van Gogh, on ne remplacera pas, mais c'est précisément parce que c'est une créativité qui touche leur être. Mais dans le reste, en dehors de la créativité, tout le reste fonctionne avec quelqu'un d'alternatif à nous. C'est vrai, on sait bien, les cimetières sont remplis de gens parfaitement remplaçables, quant à leurs compétences. Par contre, de gens parfaitement irremplaçables quant à leur être. Et donc, je trouve intéressant de voir comment est-ce que l'état d'épuisement, qui est autre chose que l'état de déprime, peut me ramener à l'être. Même avec douceur, si l'épuisement est progressif. J'ai de la marge. Je ne suis pas encore au bout. Et comme d'ailleurs la vieillesse. La vieillesse comme, on va dire, épuisement chronique. Épuisement annoncé. C'est comme ça. Affaiblissement progressif, ça c'est sûr, par usure. Ben, ça peut être une manière extraordinaire d'être de plus en plus vers l'être. Mais c'est bien de ne pas attendre d'être vieux. Enfin, pour prétendre ne jamais être vieux. Et donc, autant se servir des usures provisoires et ponctuelles, ou des états d'épuisement provisoires, pour précisément apprendre à se positionner à l'intérieur de moi, là, qui est voilà, le lieu à partir duquel je vais décider finalement ce qu'il est vraiment utile de faire, là où il faut vraiment investir son énergie. Pas uniquement pour répondre aux contraintes et aux recherches d'images de soi au milieu des autres, mais pour finalement être plus. Pour permettre à mon existence d'être au service de celle des autres et de bénéficier de l'existence des autres, parce que c'est ça finalement. Parce que là encore, l'épuisement dans lequel je me laisse aider, où je décroche, où je me laisse prendre en charge, c'est peut-être un moment extraordinaire où je découvre que l'autre peut contribuer à mon existence. Quand quelqu'un vous a aidé dans un moment où vous n'en pouviez plus, physiquement, psychiquement, spirituellement, c'est souvent des rencontres extraordinaires. Dans les situations d'épuisement, il y a des rencontres qu'on n'aurait jamais vécues autrement. Je ne peux plus me défendre. Il faut que des fois on soit sur un lit d'hôpital avec des tubes dans le nez pour qu'à ce moment-là, on ne se protège plus d'autrui, parce qu'on n'a plus le choix.
Enfin, il y en a certains, il faut encore continuer à se protéger, surtout s'ils viennent vous visiter à l'hôpital. Mais soit vous allumez la télé à fond, enfin vous trouvez des astuces. Je dis ça parce que les gens trouvent des astuces dans les hôpitaux pour se protéger de certains, vous savez, qui ne vont pas les rencontrer, vous leur bouffer de l'énergie en leur expliquant que de toute façon, ils vont très bien manifestement, alors que vous êtes en état de réanimation. Et ils vous racontent tout leur malheur, et vous êtes obligé de les porter, donc ils vous épuisent le peu d'énergie que vous avez. Cela, il faut avoir une manière polie de les neutraliser ou de les éviter complètement. Et là, on a parfaitement le droit parce que c'est une question de survie. Mais c'est vrai que j'ai un ami qui a eu cette expression terrible de quelqu'un qui a dans sa famille un accident grave, je crois même qu'il a tué dans un accident de voiture, qui a tué la personne en face. Et il a eu cette phrase, il m'a dit, voilà, pourtant c'est pas mon habitude, mais je me sentais poussé c'est quelqu'un cette personne qui a eu cet accident était quelqu'un qui avait une vie complètement centrée sur elle-même, arrogante, orgueilleuse. Il lui a dit, mais c'est quand même terrible qu'il faut que tu finisses par rencontrer quelqu'un jusqu'à le tuer, être toi à l'hôpital pour 1 an, pour qu'enfin tu rencontres quelqu'un. Bon. Quelqu'un qui pouvait se permettre de dire ça, voilà, parce qu'il estimait que c'était une manière de sauver la vie de la personne, enfin spirituellement. En tout cas. Mais je trouvais ça très brutal comme expression. Et en même temps, c'est vrai, on a dit, mais s'il faut que j'en arrive, c'est dommage que j'en arrive vous voyez, à des situations extrêmes pour enfin m'apercevoir qu'autrui peut être essentiel à ma vie et moi essentiel à la vie d'autrui. Et donc c'est pour ça que je dis que les situations de micro-épuisement, parce que on en vit aussi à la semaine ou à la journée, des fois des états, peuvent être des moments où je laisse tomber ce qui me protège, dont je pense qu'en fait, enfin, ce qui me protège, mais qui du coup empêche autrui d'accéder à moi et moi à autrui. Ça ne veut pas dire qu'on peut s'exposer à nu comme ça, livré aux mains de tout le monde du jour au lendemain, c'est pas du tout ça la question. Mais quand précisément je n'ai plus le choix, ça peut être l'occasion, du coup aussi, de devancer et de me dire, mais au fond, peut-être que je pourrais avoir l'intelligence de ceux qui en état d'épuisement sont capables de m'aider. Et puis d'ailleurs de mieux comprendre aussi l'épuisement des autres. C'est bizarre, je pense qu'on s'apprivoise progressivement dans l'amitié, dans les situations d'épuisement. Les vrais amis, c'est ça, c'est ceux qui savent, qui apprennent, enfin qui ne savent jamais complètement, mais qui ont appris à être là au moment où l'autre n'en peut plus. C'est-à-dire au fond, alors je reviens à ça, des fois se rencontrer très en profondeur dans la personne. On le sait, c'est des moments où les masques tombent, dans des situations tragiques, familiales ou personnelles, où tout d'un coup, effectivement, on est à bout. Que du coup, peuvent s'opérer des rencontres, qui ne sont pas toujours d'ailleurs agréables, mais qui s'avèrent être des moments clés de notre vie. Des moments de confiance, des moments d'excellence, de communion humaine, d'accord, des moments d'espérance dans ce que l'autre peut faire pour moi ou de ce que je peux faire pour l'autre, qui sont uniques. Il y a des gens dont on a été, à un moment donné, des relais d'espérance dans des situations d'épuisement. On s'est dit, mais oui, pour ça, la vie vaut le coup d'être vécue. Parce que l'épuisement, de nouveau, c'est le moment où la gestion de mon existence ne me suffit plus à assurer mon avenir. Donc j'ai besoin que quelqu'un espère pour moi en demain. D'accord ? Et où je délègue d'une certaine manière à autrui demain. Je le laisse gérer mon demain. Ça, c'est incroyable, ça. De laisser quelqu'un espérer pour moi que demain est possible. C'est ce qu'on a fait avec nos parents quand on était petits. C'était eux qui géraient notre demain possible. Je pense que voilà, il ne faut pas attendre l'état d'épuisement pour envisager qu'il y ait des endroits de ma vie où j'ai besoin que quelqu'un espère demain pour moi parce que moi je n'y arrive pas. Parce que si vous regardez presque, on va y venir tout doucement, on a des états épuisés à l'intérieur. On peut être né avec des endroits en nous qui sont déjà épuisés d'avance. Parce qu'on hérite depuis 15 générations de lieux qui sont... Là, on est dans le désespoir, c'est chronique. On n'y a jamais réussi, ça fait 15 générations qu'on essaye, tout le monde rate, donc moi je suis programmé pour rater, épuisé d'avance. Financièrement, relationnellement, conjugalement, je ne sais pas trop quoi, artistiquement, enfin des endroits où... alors ça se manifeste plus quand on apprend à se connaître des zones de désespoir. Mais les zones de désespoir, c'est des zones qui sont épuisées par avance, non ? On n'a même pas envisagé de pouvoir y arriver. De toute façon, j'ai toujours été nul là-dessus. C'est même pas la peine d'essayer. D'ailleurs, mon père, c'était pareil. Et les chiens font pas les chats. Donc, bah ouais, on est nul. Bah ouais, faut assumer, quoi. Parce que c'est clair, tout n'est pas vivant, nous. Et il y a des gens des choses qui ne sont pas vivantes. Rien n'est mort d'avance, mais il y a des choses qui sont en état de coma et qui sont réanimables. D'autres qui ne le sont peut-être pas, parce qu'on n'est peut-être pas intégralement réanimable, en tout cas dans cette vie. Mais... Et donc, bizarrement, être par l'épuisement mis en état de vie à minima.
peut déboucher sur la vie en profondeur. C'est des fois dans des moments limites. D'ailleurs, c'est ce que raconte Saint-Exupéry à propos de Guillaumet, vous savez, qui traverse la cordillère des Andes, enfin pas qui la traverse, mais qui arrive à sauver sa peau après son accident d'avion en montagne. C'est l'expérience aussi de ceux qui font des expéditions limites voilà, au pôle Nord ou ailleurs, qui vivent des situations d'épuisement où ils sauvent leur peau et où bizarrement ils touchent des choses profondes de leur existence. Ce ne sont pas d'ailleurs toujours des choses positives. Hein. J'ai en souvenir là, la tête d'un témoignage d'un montagnard qui, au fond de sa crevasse, à moitié mort, a décidé que de toute façon, voilà, il ne se tournerait jamais vers quoi que ce soit d'autre que vers lui-même, et que donc qui était ressorti de là avec une haine de Dieu au carré, où la possibilité, mais il avait touché quelque chose de la profondeur de la possibilité de sa propre révolte. Enfin, vous voyez, il y a des situations où j'évite pas la profondeur, qu'elle soit une profondeur douloureuse voire négative, ou une profondeur positive et pleine d'espérance. C'est pas que c'est pas grave, mais en tout cas, l'épuisement peut-être, quand la vie est faible, elle peut laisser apparaître, je pense qu'elle laisse apparaître, le tout c'est de le voir, des choses beaucoup plus profondes, qui sont de nouveau pas ce qui brille, pas d'abord de l'apparence, pas d'abord ce qui donne le change. Vous voyez, on touche la structure, enfin, vous voyez, je ne dirais pas le hardware, vous voyez, mais on touche ce qui fait le fond de l'être des personnes. C'est vrai, le cœur, des fois, s'ouvre en état d'épuisement. Et donc, je pense qu'il y a un lien entre la vie à minima et la vie en profondeur. Et ce qui est très étonnant, c'est que, de nouveau, hein, si je continue à creuser dans ces états d'épuisement, on attend, alors c'est très partagé, on attend, quand vraiment on est au bout, le coup de grâce. Mais je me disais, ça peut se tendre dans deux sens, le coup de grâce. C'est ou bien la balle dans la tête, ou bien le coup de grâce, c'est-à-dire d'être gracié. Donc c'est très étonnant ces moments où en fait on attend qu'advienne quelque chose de l'extérieur qui va d'une manière ou d'une autre me sortir de cet état-là. Vous voyez ? Et donc c'est très étonnant qu'on se met, paradoxalement à un moment donné où on n'attend plus rien par soi, on se met à espérer qu'advienne de l'extérieur ou par quelqu'un ou par la situation quelque chose qui m'en sorte. Alors quand on n'envisage même plus d'en être sorti positivement, on engage d'en sortir négativement, c'est-à-dire qu'on voilà, de mourir et puis qu'on oublie tout, quoi. En espérant d'ailleurs que mourir fasse tout oublier, ce qui n'est pas du tout certain, mais bon. Enfin, c'est vrai, les gens sont pas revenus là-bas pour nous dire qu'est-ce que ça faisait. Et ceux qui ont été à la frontière n'ont pas l'air de dire d'ailleurs qu'on oublie beaucoup de choses là-bas, pas franchement. Parce qu'ils nous racontent d'ailleurs ce qui s'est passé en plus. Puis ils sont revenus, ça prouve qu'ils se souvenaient de comment c'était ici. Et donc, c'est très étonnant ça. Comment est-ce que je pense aux artistes, hein. Pas que, hein, je pense aussi à des fois dans l'amitié, comment les situations d'épuisement sont des aurores de création. Christian Bobin a écrit un livre qui s'appelle L'épuisement, sur le moment où il n'arrive plus à écrire. Dans son livre lui-même, on sent qu'il arrive. Et sur le fait que l'épuisement fait partie du processus créatif. Mais voilà, pour beaucoup de mamans, l'épuisement, ça fait aussi partie du processus de la mise au monde de l'enfant. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est très étonnant. Dans l'amour et dans l'amitié, il y a des moments où l'épuisement fait partie du processus, du moment où on va enfin se rencontrer. Où des fois, il faut qu'on n'en puisse plus l'un l'autre, et l'un de l'autre et de soi, pour qu'enfin, on passe à un niveau où précisément, on se rencontre autrement. C'est très mystérieux ça. Et donc, l'épuisement peut être aussi la porte, je vous dis, sur quelque chose qui était l'inattendu positif. Et l'imprévisible. Voilà. L'épuisement peut ouvrir à de l'imprévisible, à de la possibilité d'accueillir de l'imprévisible et de l'inattendu que sinon j'aurais géré, que j'aurais évité d'ailleurs. Alors des fois, surtout, c'est bête, on évite des bonnes nouvelles. Parce qu'évidemment, on n'a pas envie de passer par cet état-là. Et il y a des choses dont on sait très bien, je pense, alors c'est pas conscient, hein, mais de plus en plus, je pense qu'en avançant dans l'existence, il y a des choses dont on sent très bien qu'on n'y accédera pas par la gratuité, la légèreté, le plaisir et la facilité. Mais ces trucs-là, on zappe, on dit non, de toute façon, allez, tant qu'on peut accéder à quelque chose par le plaisir, la facilité, vous voyez, l'apparence, la gloire et l'immédiateté, on essaye. Même si on n'accède plus à rien, d'ailleurs, on fait semblant, ça s'appelle la vie virtuelle parallèle. Parce qu'on voit bien qu'il y a des choses, évidemment, c'est pas qu'elles vont être coûteuses au sens où il faut payer par la souffrance et la difficulté, non, mais c'est parce qu'elles sont en profondeur, et que la profondeur, on n'y accède pas facilement, légèrement et avec plaisir nécessairement.
Et donc, encore une fois, la fatigue ou l'épuisement peut être, j'allais presque dire, l'accompagnement pédagogique à l'entrée dans l'acceptation de l'inattendu. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'énerver trop d'être fatigué. Il faut l'accueillir avec bienveillance, intérêt, ouverture et humilité. Alors, à quoi ça m'ouvre précisément de cette profondeur de ma personne? D'abord, à l'arrêté de mon corps. Ça, c'est pour l'épuisement physique. Pas tout le monde, hein, mais il peut arriver qu'on commence à accueillir son corps pour la première fois comme quelque chose sur lequel on doit exercer la bienveillance active par épuisement. Jusque-là, on s'en est servi. Comme d'une voiture neuve, on a tout essayé. On a failli manquer d'exposer le moteur. Enfin, et puis à un moment donné, voilà, le corps est à l'état d'épuisement. Et tout d'un coup, on se dit, mais au fond, c'est vrai, je le traite comme un chien, quoi. Comme une carcasse, comme une voiture. Vous savez, il ne faut pas attendre Saint-François qui, quasiment, pas à la veille de sa mort, mais pas loin de sa mort, s'est mis à commencer à demander pardon à son frère. Il appelait le frère âne, son corps, ça dit tout. Pas le frère chien, hein, le frère âne. On monte sur l'âne. Enfin, quand même, l'âne, tu tapes dessus quand il avance pas, quoi. Hein. Et il lui a demandé pardon. Il était très peiné, en fait, finalement, d'avoir manqué un peu d'intelligence évangélique à l'égard de son corps. Et c'est très étonnant comment, précisément, l'épuisement peut être une manière extraordinaire de s'apercevoir qu'il m'a été confié quelque chose, originellement dans mon existence, qui s'appelle mon corps, qui est plus que ma santé. Que ce corps, j'ai à veiller à ce qu'il devienne le plus possible le lieu du bonheur, mais au sens profond. Bien sûr aussi du plaisir et de la santé, mais plus profondément, qu'il devienne le lieu, qu'il soit gratifié de participer à la rencontre d'autrui, de la lumière, de choses belles, de choses agréables. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'autre. C'est tout à l'heure que des fois, je m'aperçois que l'autre est là que par épuisement. Jusqu'à là, je n'avais pas vu qu'il était là. C'est vrai, on est facilement dans des rapports de négociation bilatérale. Vous savez, c'est-à-dire qu'en gros, on est dans l'échange. Tu me donnes ça, je te donne ça, tu fais ça pour moi, je fais ça pour toi. De la gratification réciproque. Et où en fait, du coup, on ne se rend compte pas. On s'échange des biens. Et des fois, il faut être à l'état d'épuisement, j'ai plus rien à donner. Donc si quelqu'un arrive, j'ai rien à lui échanger. Donc du coup, je m'aperçois que l'autre, il arrive. Et que, bizarrement, des fois, je rencontre l'autre comme ça. Parce que je ne peux plus être que moi, j'ai plus rien à donner en échange. Et que l'autre s'intéresse à moi alors que j'ai rien à lui donner en échange, ça c'est intéressant. Sauf s'il vient pour aider une bonne âme parce que ça lui fait un galon de plus. Bon, vous savez. Il a fait une BA, quoi. Bon, celui-là, de toute façon, on l'évite quand on est épuisé parce que c'est fatigant encore, ces gens-là. Parce que c'est vrai, ce qui repose profondément en état d'épuisement, c'est de croiser quelqu'un qui me regarde comme je suis, qui précisément me renvoie le fait que mon être, il est intact. Ma vie, ma santé est peut-être un peu entamée, quoi. Et ma vie est un peu flappie, mais mon être profond, il est intact, et que c'est ça qui est important, et que c'est sur cette base-là que je vais réapprendre à acquérir de la santé et des forces. Et donc, c'est très étonnant, si vous voulez, l'épuisement peut faire tomber les préventions à l'égard du don et de la présence. Et je peux plus me protéger. Parce que j'ai plus le temps on voit ça aussi, hein. J'ai plus le temps de me préparer, vous voyez, des fois d'épuisement, on est en robe de chambre et en pyjama, quoi. On n'en peut plus. C'est pas très brillant, d'habitude on reçoit les gens en costard 3 pièces, vous voyez. Et là c'est le bazar, quoi. Bon, il y en a, ils n'ont pas du tout besoin d'être en épuisement pour être dans ce bazar-là, mais je parle de voilà. Non, parce qu'il y a des gens, c'est leur tenue de gala, le pyjama, mais... Du coup, je me dis, si je descends encore plus en profondeur, je m'aperçois que du coup, la vie, elle a cette caractéristique que manifeste l'état d'épuisement, d'être un lieu de passivité réceptive, c'est-à-dire un lieu de cadeaux. C'est fait pour recevoir des cadeaux, l'existence. Et qu'au fond, je vous dis, des fois, il faut ne plus pouvoir pour enfin être disponible à en recevoir. Et s'apercevoir que peut-être la vie, c'est un lieu où la vie tout court, c'est peut-être un cadeau. Et que c'est peut-être parce qu'on ne l'a pas reçu comme don que du coup, on l'utilise de manière, je ne sais pas comment dire ça, fébrile, quoi.
c'est très étonnant aussi de découvrir que, même épuisé, je peux encore être présent à l'autre. Je ne peux plus faire grand-chose. Je ne peux plus faire grand-chose pour l'autre, si je suis vraiment épuisé. Mais je peux encore être là. La présence ne coûte pas énormément, nécessairement, d'énergie physico-psychique. Être là, c'est juste se poser là. C'est très étonnant comment l'épuisé lui-même peut être un réconfort. Il ne faut pas attendre d'avoir retrouvé des forces pour être quelque chose pour autrui. C'est très bizarre ça, de s'apercevoir que j'ai une marge d'existence étonnante, même en état d'épuisement et de fatigue. Alors bien sûr, le déplacement, vous voyez, me rendre jusqu'auprès de l'autre, tout ça est plus fatigant, bien sûr, c'est limite. Mais l'épuisement crée aussi chez moi un espace de disponibilité. C'est bizarre à dire, hein. Des fois ça élargit l'attente de mon cœur, l'épuisement. Sauf si je vous l'ai dit, j'opte pour le rétrécissement de la gestion de ma petite énergie. Alors, c'est pas facile hein, d'accepter, je vois ça chez les personnes âgées aussi, d'être sans pouvoir faire. Mais c'est tellement précieux la présence. Une grand-mère, même très âgée, qui continue d'avoir son sourire et sa présence, étonnant, même si elle a plus sa mémoire et plus sa capacité de rendre service, c'est des fois plus précieux que tous les services qu'elle a rendus sa vie entière. Alors c'est moins efficace et plus lourd, d'accord, par un certain côté. Mais c'est peut-être beaucoup plus léger en profondeur. Du coup, ça fait prendre conscience de manière positive de toutes les logiques de fuite, d'illusion, dans le faire-valoir. Voilà. Et comment est-ce que finalement, le grand danger de l'homme depuis toujours, mais du monde dans lequel on est peut-être plus particulièrement, c'est que le ressenti superficiel et le mouvement tiennent lieu d'existence. Parce que là, présentement, je ne suis plus en mouvement, je suis lent. Lent, lourd, inertique, peu efficace. Mais peut-être, je vous dis, beaucoup plus proche de ce que je suis et d'une capacité à rejoindre l'autre dans ce qu'il est. Et donc je dirais que l'épuisement et la fatigue peuvent être une manière d'entrer dans le vrai rythme de l'être humain. Dans le vrai rythme de ce que c'est que la relation, dans le vrai rythme de ce que c'est que la vie intérieure. C'est très bizarre aussi, c'est une des bonnes manières de démonter les idoles de la toute-puissance. De temps en temps, je me disais, mais au fond, peut-être que Dieu est un épuisé éternel. Hein. Peut-être qu'il ressemble plus à un arrière-grand-père en fin de vie qui est juste présent sans rien pouvoir faire d'autre que d'être là, plutôt qu'à une espèce de Pygmalion qui fait des milliards de choses à la seconde. Ça, c'est nos projections à nous. Voilà. Peut-être qu'il a créé l'univers pour s'amuser, puis quand il a fait la personne humaine, il est allé chercher ça dans sa fatigue. En tout cas, il s'est reposé le 7e jour, non? Il avait l'air fatigué, non? Je trouve que ça, quand même, ça l'a fatigué. Je ne pense pas que les 6 premiers jours, c'est juste le dernier. L'humain, ça l'a fatigué, ouais. On est peut-être les enfants de la fatigue de Dieu, pourquoi pas? Nos mamans ont bien été fatiguées de nous mettre au monde, donc pourquoi pas lui? Pourquoi? Parce que l'épuisement et la fatigue, je vous dis, ça permet aussi de descendre dans les lieux, moi je pense, où l'espérance est plus profonde que l'espoir. C'est-à-dire les lieux où je ne m'appuie plus sur ma capacité à faire quelque chose et la capacité qu'on a à faire quelque chose ensemble pour prévoir l'avenir, mais je m'appuie sur la richesse de ce qu'on est. Ouais, c'est les moments où je bascule de l'espoir, qui consiste à se projeter dans demain à la lumière des énergies d'aujourd'hui, dans l'espérance, qui est au fond que demain n'existera qu'à la mesure de la qualité avec laquelle on est les uns avec les autres. C'est pas du tout pareil. Vous voyez. L'épuisement peut me faire basculer dans l'espérance, ça peut paraître bizarre à dire, hein. Mais aller à cet endroit où ce qu'on est les uns pour les autres est plus important que ce qu'on fait les uns pour les autres. Pourquoi? C'est les moments des fois de deuil familiaux où la rencontre entre les personnes est la plus profonde. Vous pouvez me dire ça? C'est quand même pathétique. Alors on se rebouffe le nez sur l'héritage, d'accord. Mais c'est quand même incroyable que c'est dans ce moment où personne ne peut plus rien. Personne, elle est morte. Et on ne peut rien les uns pour les autres, parce qu'on sait bien que là, c'est un moment où on sait bien qu'on ne peut rien faire les uns pour les autres. Alors, et c'est étonnant, il se passe des fois des moments où là, on touche quelque chose. Je pense d'ailleurs que, alors il y a des fois où c'est vraiment tragique, où il n'y a pas d'espérance, il n'y a rien du tout dans le moment mais très souvent, les funérailles, elles sont suivies d'un moment où la mémoire d'autrui, alors qu'on ne peut plus rien faire, est un moment de joie, on va le dire clairement, de joie. Pas euphorique, mais de joie, de rencontre. Même, je vous dis, si 3 jours, ou 6 jours, ou 10 jours, ou 6 mois plus tard, on va se remettre plein la figure, précisément,
pour recalculer ce qu'on n'a pas fait les uns pour les autres, est-ce qu'on aurait dû faire, est-ce que les gens qui sont d'ailleurs décédés n'ont pas fait ou auraient dû faire. Vous voyez, là, on se rebouffe le nez sur l'efficience, quoi. Voilà. Et donc, je me disais, au fond, l'épuisement, c'est apprendre à respirer autrement, quoi. C'est cette métaphore des gens qui n'ont jamais appris à respirer avec le ventre, qui respirent qu'avec les poumons et qui, en fait, ont un souffle court. Les grands sportifs savent, dès qu'on fait des épreuves d'endurance, qu'au fond, il faut apprendre à respirer, vous voyez, intégralement, quoi. Ben, c'est très bizarre que on le voit là aussi chez des gens qui sont dans l'épuisement chronique. Hein. Comment est-ce que, pas seulement respirer au sens physique du terme, mais respirer au sens profond du terme, c'est autre chose que d'avoir, je vous dis, beaucoup d'énergie pour faire beaucoup de choses. Donc je pense que l'épuisement fait entrer dans le cœur de la personne à une profondeur auquel finalement pas beaucoup d'autres expériences font entrer. À vous les questions. Si vous n'êtes pas trop fatigué. Nous venons de parler de l'individu et vous aviez suggéré le thème de la société ou les sociétés épuisées. Alors, du coup, c'est vrai que pour moi, c'est une des manières absolument très belles, mais en même temps terribles, de jeter une lumière sur le monde dans lequel on est, qui est un monde qui nous épuise, sans nous donner la possibilité de nous apercevoir de ce que ça pourrait représenter de positif. C'est-à-dire qui nous mange notre énergie sans nous laisser... qui nous aliène même de notre épuisement. Vous voyez, je peux connaître ça, qui nous empêche de vivre cette expérience comme une expérience qui pourrait être positive. On est dans un monde pas qui diabolise, oui, presque la fatigue, qui élimine les épuisés et qui stigmatise les fatigués, alors qu'elle produit les fatigués. Donc aujourd'hui, vous avez toutes les énergies, les remontants, les machins, les stages de remise en forme, enfin vous êtes en permanence dans le... Et donc... d'être fatigué, c'est pas bien de dire que vous êtes fatigué. Vous êtes chargé d'avoir une tête, que ce soit un homme ou une femme avec des moyens différents, de ne pas avoir une tête de fatigué. Et quand vous demandez comment vous allez le matin, il n'est pas question de dire je suis vraiment fatigué ou j'en peux plus. Alors on va vous dire que vous plombez le moral des équipes, que c'est une catastrophe pour l'entreprise et que vous êtes chargé. En tout cas, si vous l'êtes vraiment, mettez-vous en arrêt de travail. Et donc, c'est très bizarre que, d'abord, je n'ai pas eu le temps de le développer, mais on est dans un monde qui épuise différemment d'avant. Hein. Autrefois, on s'épuisait physiquement à la tâche, on s'épuisait ou des fois psychiquement parce qu'on vivait dans un état de violence sociale, parce que la guerre a quand même été le lot des peuples pendant et puis la survie, c'est fatigant. Mais finalement, on était moins dans l'épuisement psychique, de la pression collective. Ça, c'est des choses modernes. Donc, on a inventé des nouveaux manières de se fatiguer. Parce que vous vous souvenez, on a inventé ce monde super de luxe là, qui était censé nous éviter de nous épuiser physiquement. Hein. Je vous rappelle qu'on a cherché à se libérer de la servitude du travail physique, quand même, basiquement, la servitude de la survie dans l'ordre de la santé. Donc on a essayé de s'aménager un monde de luxe dans lequel on n'est jamais fatigué, toujours en pleine santé, avec pas trop d'efforts, non? C'était ça le but au début. Enfin, des dinosaures de plus de 50 ans qui sont ici. Donc on a tous espéré ça. Hein. Le bilan, c'est qu'on a fabriqué un monde qui te fatigue beaucoup plus vite, beaucoup plus radicalement, et qui même physiquement t'épuise. Donc j'exagère, hein, mais quand même le bilan il y a un bilan énergétique là. Voilà. Donc moi je suis tout à fait d'accord qu'on s'occupe du développement durable de la planète, mais je pense qu'il faut s'occuper du développement durable des personnes qui ont un bilan énergétique beaucoup plus grave, voilà, avec une destruction de l'environnement personnel beaucoup plus rapide aussi si on ne s'occupe pas d'eux. Et donc la question de la fatigue, c'est une question contemporaine, qui révèle comment est-ce que l'hypertrophie des moyens sur l'absence de la réflexion sur les fins et la fuite dans le faire et l'apparence et la perte de l'ancrage dans l'être est une catastrophe. Voilà. Et que donc il faut se servir des situations de fatigue précisément pour aider les gens. Donc je pense que tout ce qui peut être présent, les moments où on remet les gens en forme, il ne faut pas simplement les remettre en forme physiquement. Il faut les aider à redécouvrir aussi un sens à leur existence. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de situations... de décrochage, de fatigue, de moments où on n'en peut plus, et ça commence tôt, parce que des fois c'est des gamins qui ont une telle surcharge de boulot ou de pression collective entre la famille et l'école, qui déjà à 7 ans sont épuisés. Donc je pense qu'il faut bénéficier, se servir intelligemment de ces situations
pour aider les personnes à décrocher du système de culpabilisation collective qui use tout le monde et qui est celui du monde du citoyen, consommateur, spectateur. Bon, c'est aussi cette réinvention qu'on est en train tout doucement de découvrir, alors voilà, là où on n'en peut plus, de solidarité interpersonnelle, c'est-à-dire qu'en gros de voir que la vie sociale doit se reconstituer sur la base de l'alliance entre les personnes, qui est la seule chose qui nous repose en profondeur, on va dire, qui nous permet de décompresser de l'inquiétude, du stress et de la culpabilité. Seule une relation de confiance et d'alliance avec autrui me permet d'échapper à la pression épuisante de l'environnement dans lequel que nous venons de fabriquer. On va dire ça comme ça. Bonsoir. Comment est-ce que vous positionnez le processus qui mène à la fatigue ou à l'épuisement et celui qui mène au syndrome dépressif et à la dépression? Alors, la fatigue et l'épuisement n'attaquent pas nécessairement directement l'image de soi. D'accord? Pas directement. C'est-à-dire que j'arrive encore à savoir un peu qui je suis. Je suis fatigué, je suis épuisé, mais j'ai encore le sentiment d'être. D'accord? Le phénomène dépressif, c'est le moment où le sentiment d'être m'échappe, quoi. Je présume parce que les autres me disent que je suis toujours moi, que je le suis, mais j'arrive plus à mettre le doigt dessus. Je sais plus où je suis, quoi. Donc c'est pas pareil. Dans l'épuisement, on peut être écrasé, mais on a encore une possibilité d'un rapport bienveillant et positif avec soi. Voilà. Donc on peut encore choisir de cesser des... Voilà. Dans la dépression, des fois, on ne sait plus où on est du tout. Voilà. Et c'est là qu'on a... Alors, là encore, on a une petite marge qui est qu'en gros, on peut, là, quand on ne sait plus où on est, on peut essayer de faire confiance à autrui à défaut de savoir soi-même où on est. Bon, et c'est ça tout le problème du dépressif, c'est que le dépressif, il n'entre pas dans une dépression profonde parce qu'il se laisse aider par autrui, ou bien il se noie dans, voilà, j'allais presque dire, dans le sentiment de ne plus être rien. Parce que ça, voilà, ça peut être plus, c'est terrible à dire, mais ça peut être plus confortable. Continuer à essayer d'exister en s'appuyant sur autrui, et des fois, vous voyez, spirituellement plus coûteux que de se noyer dans le drame de ne plus être. Et là, il y a une bagarre spirituelle chez le dépressif, qui est de ne pas être complice de l'état dépressif. C'est souvent ce qu'on appelle la dépression nerveuse, c'est le moment où on bascule, plus ou moins volontairement, dans la complicité à l'égard de l'état dépressif. Vous voyez, on coopère à la spirale descendante. Alors des fois, la personne n'en a pas conscience, donc c'est pas du tout volontaire, hein, mais il faut des fois aller la rechercher et l'aider à s'apercevoir qu'elle est involontairement complice, et donc qu'elle a une possibilité, même dans la dépression, de positionnement. Voilà, mais il faut que quelqu'un, des fois, soit allé vous chercher dans la noyade, parce que si personne ne va vous chercher, ben voilà, vous pouvez vous maintenir en état stationnaire ou continuer à plonger. Hein. Mais donc la grande différence, c'est ça, c'est que j'ai encore l'épuisement, j'ai encore cette marge, il y a quelque chose de moi qui n'est pas disloqué, quoi. Alors c'est des frontières, je vous dis ça, pardon, c'est très à la louche, hein, chaque cas particulier est un peu plus compliqué que ça, hein, mais c'est... Vous parliez du Christ, peut-être lui-même fatigué. Est-ce que la fatigue ne serait pas aussi une conséquence du péché originel, auquel cas, comme un obstacle au devoir d'État et à la vie Alors, on pourrait voir ça comme ça, se dire au fond, Dieu avait créé un monde parfait, on est venu flanquer un bazar absolu, à l'époque personne n'était fatigué, maintenant tout le monde est épuisé, c'est bien fait pour notre poire d'ailleurs, puisqu'on ne croit plus en Jésus-Christ. Je ne crois pas ça. Nos grands-mères étaient un peu là-dedans. Sauf si tu transformes l'état dépressif dans lequel tu es en offrande sacrificielle, histoire que ça te gagne des points pour le futur. Bon, ça, que du coup, tu te maintiens dans la dépression pour être plus sacrificiel. Bon. Je ne crois pas que c'est que l'humain, dans son désordre intérieur, fuit la vérité à laquelle l'amène l'épuisement. Ça, c'est vrai. Du coup, l'augmente. Refuse de voir les mutations intérieures qu'appellent en lui les épuisements stupides et les fatigues inutiles. Ça, tout à fait d'accord. Par contre, je pense que l'humain est positivement fait pour être fatigué.
Peut-être pas épuisé, hein, si c'est un épuisement provisoire, mais même je pense que ça fait partie de l'expérience humaine positive que l'épuisement. Je pense que l'homme a besoin d'aller au bout de sa limite. Je vais prendre cet exemple-là. Oui, je pense qu'à un moment donné, on est heureux d'avoir tout donné et d'être épuisé pour autrui. Voilà. Le vivre de manière positive, raisonnable et en même temps un peu excessive, ça peut faire partie d'une vie humaine merveilleuse. Voilà. Ensuite, le vivre sans prudence, de manière morbide, destructrice pour autrui, ça c'est autre chose. C'est pour ça que, oui, je pense que alors, je ne sais pas s'il y a une vie après la mort. Est-ce que la faiblesse aura disparu? C'est pas toujours pénible d'être faible. C'est agréable quand l'autre vient m'aider au moment où je suis faible. C'est incroyable la rencontre de l'autre, quand l'autre arrive avec son énergie, sa force et sa vitalité, et que je me laisse habiter par la force de l'autre. C'est un moment de communion absolument unique. J'espère qu'on vivra ça toujours s'il y a une vie éternelle. Bon, je ne sais pas sous quelle forme, hein, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas confondre la morsure de la faiblesse, ou sa déviance, ou sa perversion. Alors, ce n'est pas la souffrance, hein, parce que fatigue égale pas nécessairement souffrance. Fatigue égale expérience limite. Je dis, le créatif, via des artistes, ils n'en peuvent plus, ils ont tout donné. Mais ils sont heureux. Vous savez, des gens qui sortent, moi je suis à Avignon, hein, ils sortent des pièces, moi j'ai d'avoir vu des gens, une chorégraphie de Anne-Thérèse de Kessmaker qui s'appelait Cézina, des danseurs qui chantaient en même temps qu'ils dansaient en plus pendant 2 heures. Ils sont sortis là, mais ils étaient épuisés. Physiquement, il y avait même des claquages. Mais pour donner ce qu'ils avaient donné, moi je comprends qu'ils étaient heureux d'être épuisés. Voilà, donc c'est pour dire que je ne confondrai pas voilà, la dimension négative que peut avoir, hein, et donc jusque-là, c'est pour ça que je l'ai montré à la frontière entre les deux. Par contre, des machines à nous épuiser à notre insu pour finir par nous aliéner nous-mêmes, oui, ça c'est malsain. C'est des logiques collectives qui ne sont pas saines. Soldat de marathon quand même, c'est vrai. Tous les gens qui font du marathon vous disent qu'on ne peut pas ne pas arriver épuisé. Moi, j'ai jamais fait cette expérience-là, hein, mais ça n'existe pas les marathoniens qui ne sont pas épuisés. Même les grands spécialistes mondiaux. Ils vous disent tous qu'en plus, c'est pour ça qu'on n'est jamais certain de celui qui va gagner. Usain Bolt, on sait qu'au 100 mètres, il va gagner, sauf si il a mal digéré ou je ne sais pas trop quoi, il n'a pas dormi la veille. Mais mécaniquement, il va gagner. Bon. Le marathon, il paraît que jamais. Jamais. Parce que c'est au-delà des forces physiques humaines raisonnables. Quand on peut t'épuiser bien avant. Hein, mais... Moi, je voulais revenir sur votre introduction, sur effectivement les passages que vous avez eus lorsque vous venez d'un continent africain ou Amérique du Sud. Je vais dire, ce sont des pays, ce qu'on appelle en voie de développement. Et nous, en Occident, nous sommes des pays développés. Alors, est-ce que aujourd'hui, effectivement, les pays en voie de développement vont arriver à un moment donné à être des pays, on va dire, développés, donc vont arriver au stade où nous en sommes aujourd'hui. Donc vous, en tant que philosophe, comment vous voyez effectivement le plus, et effectivement comment la fatigue est vraiment naturelle, est une donnée effectivement innée à l'homme? Tout à fait. Je pense que notre malheur à nous, c'est que nous sommes désormais des pays en voie de re-sous-développement. Précisément parce que nos activités ne sont plus branchées sur nos êtres. Et donc moi je souhaite de tout mon cœur à ces pays de ne pas parvenir à notre stade, et évidemment c'est un choix, parce que c'est d'arriver à une consommation énergétique heureuse. Et la consommation énergétique heureuse, ça s'appelle la sobriété. Hein? Si on voulait être intelligemment fatigué, il faudrait avoir une vie sobre. Une vie stupidement gaspillée, qui est un peu ce que nous propose le monde dans lequel on est aujourd'hui. Parce que quand même, il y a beaucoup de lieux d'épuisement, de fatigue inintelligente. Hein. Enfin, vous voyez, vous réfléchissez à la circulation dans les villes modernes et aux systèmes ces systèmes de communication à distance qui sont censés tout nous faciliter. Regardez les moments où ils vous créent des moments de stress majeur parce que tout d'un coup, ils bug complètement et ils vous créent... jamais vous vous seriez mis dans une angoisse pareille parce que votre téléphone ne marche plus il y a 50 ans. D'accord ? Jamais. Et là, ça vous crée des phénomènes d'adrénaline, d'enfer, quoi.
D'ailleurs, toutes les fois où vous n'êtes pas sûr, vous appelez 10 fois l'autre, vous n'êtes pas sûr de l'avoir, le nombre, je dis, de dépenses énergétiques, d'angoisse, pour des trucs qui sont censés vous alléger l'existence. Je dis, les bilans énergétiques sont cruels, je pense. Voilà. Et donc, on leur souhaite un peu d'écologie de la dépense énergétique. Mais on n'est pas parti pour ça, parce que pour l'instant, on est les prédateurs de leur énergie fossile, et de leur énergie non renouvelable, quand même, qui appartiennent désormais à 90% aux pays occidentalisés, j'inclus la Chine. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie question. C'est que ça serait bien qu'on les aide à ralentir pour que nous, on les rejoigne. Mais il faut qu'on y soit prêt. Voilà, il faudrait qu'ils soient prêts aussi. Mais quand on leur demande vraiment nos têtes de près, c'est vrai, quand ils sont de là-bas et qu'ils viennent chez nous, d'ailleurs, ils prennent nos têtes progressivement. C'est frappant ça. Un Africain, vous allez à Paris, un Africain au bout de 3 ans, il a la tête d'un Parisien. Il est aussi stressé que lui. Et il devient aussi agressif que lui. Il n'est plus africain, c'est un sale Parisien. Enfin, je suis Parisien d'origine. Mais... Vous avez parlé aussi de burn-out. Donc, quelle est la différence avec de burn-out? Burn-out. Le burn-out, c'est l'épuisement brusque. Hein, le burn-out, c'est quand tout d'un coup, précisément, on a différé le moment de la gestion de la fatigue. C'est tout simple. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'être progressivement épuisé, ce qui est normal, donc d'avoir comme votre ordinateur, tout d'un coup, on a des phénomènes de perte brusque de l'énergie parce que la personne a accumulé, qu'elle n'a pas géré tous les conflits internes qu'a créé ce qu'elle vivait, et qu'à un moment donné, il y a un élément qui fait déborder le vase, et là, tous les phénomènes de pression accumulée et stockés dans la personne se mettent en phase comme un espèce de phénomène d'électrochoc. Et là, tout d'un coup, en 15 jours, 1 mois, 3 jours, 3 heures, la personne décompense. Alors, c'est tout à fait notre monde, qui d'un côté nous met sous pression permanente, et qui de l'autre côté nous dit assume. Mais ça n'existait pas, ces choses-là. Enfin, ça existait sur les champs de bataille, même pas. Donc c'est des phénomènes... c'est un peu comme la bipolarité. On est dans un monde qui fabrique de la bipolarité parce qu'on est dans un monde qui nous fait vivre dans des injonctions contradictoires. Donc ça aussi, c'est des phénomènes d'épuisement. Qui nous dit une chose et son contraire. Qui nous met face à des choses impossibles à gérer. Et donc, c'est tous ces lieux qu'on pourrait analyser, je vous dis simplement sous une forme énergétique, en disant on est dans l'inintelligence de l'énergie vitale humaine, qui réclame précisément de respecter des seuils et des rythmes de récupération, qu'on ne peut pas s'user à tous les niveaux à la fois, qu'on a une capacité à gérer des conflits limités, que pour ça on a besoin d'un soutien, d'un environnement qui ne nous laisse pas seuls. Enfin, vous voyez. Donc, en gros, soyons clairs, on commence à envisager la nécessité d'une écologie du milieu de vie dans lequel nous sommes, qui n'est pas simplement une écologie de la pollution. On est au début d'une intelligence de l'écologie psychique de l'environnement humain. C'est tout à fait nouveau. On y va tout doucement, avec pas énormément de courage, moi je trouve, mais on y va tout doucement. On l'aborde par le biais médical, par le biais de la santé. Peut-être que les épuisés des villes d'aujourd'hui deviendront les néo-ruraux en pleine santé. Parce que c'est vrai, je pense que là aussi, il faut être clair, dans ce niveau de compétitivité énergétique dans lequel sont nos sociétés, là où elles vont très vite, le nombre de concurrents capables d'être recrutés est de plus en plus faible. Faut pas rêver. Donc vous avez de plus en plus de gens qui décrochent. Et c'est inévitable. Enfin, vous prenez simplement là, je prends les 10 dernières années, la pression dans une grande entreprise française. Les 10 dernières années, je ne parle pas des 30 dernières années, ou les 50 ou les 100 dernières années. Vous dites, à un moment donné, le nombre de gens qui décrochent est de plus en plus important. C'est normal. Faire en dessous des 10 secondes aux 100 mètres, ça sélectionne les gens autour de la planète. Voilà, donc je pense, là aussi, ça touche cette question-là. C'est... qu'allons-nous faire sur... voilà. Et l'épuisement est une manière, je trouve, de réfléchir à ça, la fatigue. C'est-à-dire comment être humainement, raisonnablement et de manière fructueuse épuisé. Et quelles sont les logiques d'épuisement inutiles, infécondes, destructrices et contagieuses.
une question. Jacques là-bas. J'ai entendu le philosophe que vous êtes sur la fatigue collective et l'épuisement individuel, mais vous êtes également un homme de foi, et j'ai envie de vous demander, et Dieu dans tout ça? Il nous a laissé à nous, enfin, comment dire ça? D'abord, je pense que il nous a laissé à l'intelligence de nous-mêmes. Hein. On a tout ce qu'il y a sur la main pour essayer d'être intelligents avec nous et les uns avec les autres. Donc, par contre, je pense que de nouveau, l'humain est fait à la fois pour vivre dans la bienveillance de manière telle, réciproque, de manière telle que la vie humaine soit la plus heureuse possible. Mais je pense que l'humain est aussi fait pour les situations critiques. Limite. Voilà. Et que je pense c'est pour ça que je vous disais que Dieu est aussi dans l'excès et l'épuisement, et que donc Dieu n'est pas seulement un régulateur, je ne crois pas qu'il en soit un du tout d'ailleurs, mais voilà, je pense que la rencontre de Dieu dans les situations critiques est aussi importante que la manière de se représenter Dieu comme quelqu'un qui a essayé de faire les choses le mieux possible. Voilà. Et donc, voilà, pour le croyant que je suis, au cœur de la vie chrétienne, il y a le Christ qui est épuisé, il meurt d'épuisement d'ailleurs. Clair. Il a faim, il a soif d'ailleurs à d'autres moments. Donc la fatigue fait partie de son horizon et c'est très intéressant de travailler de près sur sa relation à la fatigue. Je me disais d'ailleurs à propos de ça que c'est très étonnant comment on aurait pu prendre les choses dans le sens, c'est-à-dire comment est-ce que la figure de la fatigue n'est pas la même chez un homme et chez une femme. Ce qui nous fatigue n'est pas la même chose et la manière de la vivre n'est pas la même chose. Et que les endroits où on ne supporte pas d'être fatigué n'est pas la même chose non plus. Un homme, par exemple, supporte très très mal d'être immobilisé dans un lit par épuisement. C'est insupportable un homme cloué dans un lit. Par contre, une femme qui n'arrive plus à gérer l'espace dont elle est responsable, voilà. Et donc, je pense aussi aux enfants et aux parents. Il n'y a pas la manière d'être épuisé quand on est enfant et quand on est parent. Et il n'y a pas la même manière d'être épuisé quand on est des parents ou quand on est des grands-parents. Pas la même manière d'être épuisé quand on est vieux ou quand on ne l'est pas. Et donc, il faudrait découvrir avoir une espèce de comment être intelligemment, comment se servir les uns des autres pour être plus intelligemment fatigué. Parce que dans la fatigue, il y a le soutien ou la consolation. Et c'est vrai qu'une mère arrive à se laisser soutenir dans son épuisement, c'est tout un boulot dans l'espace domestique. Qu'un homme arrive à se laisser soutenir dans son épuisement nerveux, dans sa charge, sa responsabilité dans son métier, c'est aussi très difficile, par ses collaborateurs par exemple. Donc il y a une manière de se laisser accompagner les uns les autres dans l'épuisement qui serait une manière intéressante de développer une géographie des relations humaines. Comment des parents aident un ado qui n'en peut plus à l'école, qui est épuisé nerveusement et psychiquement parce que tout ça lui apparaît tellement stupide, en plus il a raison, que voilà, il est en pleine forme physique mais la débilité du système lui apparaît avec une telle violence qu'il n'en peut plus et qu'il reste sous sa couette. Alors, il n'est pas dépressif. Juste, il est épuisé de la bêtise des adultes, quoi. Bon, c'est légitime. Hein. Des fois, des parents sont épuisés de la bêtise de l'ado, aussi. Pour d'autres raisons légitimes aussi. Comment je gère l'épuisement du père face à son ado un peu débile. Qui n'est pas la même d'ailleurs que l'ado épuisé devant la débilité de son père, au même âge d'ailleurs, pour les mêmes raisons. Voilà. C'est des phénomènes comme ça. Et je trouve que là-dessus, c'est intéressant. Je suis de plus en plus persuadé que c'est... Et donc, je pense que les situations critiques, les situations limites, les situations où on n'est précisément pas dans le normal, dans l'habituel, dans le commun, sont des choses qui nous disent quelque chose de nous-mêmes, qui sont complémentaires de ce que nous disent la santé sereine de quelqu'un qui dort et qui ce matin se réveille avec un grand sourire. Parce qu'il n'y a pas heureusement que les situations limites qui disent quelque chose de l'humain. Donc le type qui est épuisé, il est obligé de laisser les autres l'aider. Le type qui est temporairement ou définitivement handicapé moteur, par exemple, lui aussi, il est obligé d'avoir recours aux autres et de laisser les autres l'aider. Et il aimerait bien que les autres le regardent comme un être et pas comme juste un type dans un fauteuil roulant. Alors, où s'arrête le parallèle Alors, là où il y a une grande différence, c'est que le handicap, c'est un mal structurel. La fatigue, c'est normalement un état conjoncturel, qui ne devient un mal structurel que si l'épuisement s'installe.
Donc à la limite en fin de vie, mais une personne qui a un âge qui fait qu'elle est épuisée chroniquement est comme un handicapé. La vieillesse finira par devenir un handicap, il faut être clair. Mais c'est ça la différence. C'est que, je vous dis, le caractère conjoncturel de l'épuisement, ou de la fatigue de toute façon, et de l'épuisement, fait que je ne suis pas face à cette question frontale du mal, le handicap psy. Il y a une injustice dans le handicap, il y a une violence dans le handicap, il y a un mal dans le handicap. Qu'est-ce que je fais avec ça? La fatigue, elle n'a pas à générer de la révolte, le handicap, elle peut. Ça peut. C'est pas du même ordre. C'est pour ça que j'ai dit temporairement ou définitivement. Finalement, une jambe cassée, ça ressemble beaucoup. Oui, tout à fait. Je parle tout à fait. Le handicap provisoire de la jambe cassée. Effectivement, d'ailleurs, on se fatigue beaucoup plus pour ce qu'on faisait avant, beaucoup plus facilement. Et on découvre d'ailleurs le bénéfice de la santé ou de la vitalité. Quand on a dû se déplacer avec des béquilles, on découvre tout d'un coup, il y a des fois, alors on peut ou pas, hein, mais on peut développer une intelligence du corps à ce moment-là qu'on n'avait pas développée avant. Ça dépend des personnes. Souvent, il faut être épuisé pour commencer à vraiment développer une intelligence. C'est vrai, vous avez des gens, ils se sont cassés la jambe et ils sautent avec leurs béquilles autant qu'ils sautaient avant, quoi. Quand vraiment vous n'en pouvez plus, que la convalescence est lente, difficile, que la rééducation vous épuise, et là c'est une autre paire de manches. Là vous plaisantez plus, là. Et là, effectivement, c'est une expérience qui est différente, qui, encore une fois, oblige souvent à descendre intérieurement, à l'intérieur de ma corporité, de manière beaucoup plus consciente, beaucoup plus volontaire, et à mon avis, beaucoup plus fructueuse. Je vous cite juste un philosophe qui a travaillé là-dessus, parce qu'il n'y en a pas des masses, qui s'appelle Jean-Louis Chrétien. Voilà, qui est un des rares philosophes ayant travaillé sur la fatigue. Je vous souhaite un bon repos à tous. Une petite mention, si vous avez des suggestions pour l'année prochaine, on n'a pas encore arrêté les sujets. Donc, par le site, hein, Jacques, on peut mettre des suggestions sur le site. Oui, le mieux, c'est d'aller sur le site, et puis il y a la possibilité de passer des messages. Donc, n'hésitez pas, effectivement, ça serait intéressant qu'on ait vos suggestions. Voilà, essayez de faire ça avant le 20 juin, parce qu'après ça, on fixe les sujets.